vous êtes censé dire à la personne si oui ou non sa demande est pertinente ou pas. Si vous considérez que du moment que... Alors il y a des charlatans, par exemple, vous pouvez imaginer des charlatans qui ouvrent des écoles de théâtre, et alors ils prennent n'importe qui pour les faire payer. Parce qu'ils vont dire, je ne vais quand même pas rejeter un type parce qu'il veut faire du théâtre, et puis moi je considère qu'il n'est pas doué. Est-ce que vous êtes capable de dire que la personne n'est pas concernée par le produit que vous proposez? C'est tout. La question est cela. Pour l'instant, apparemment, ce n'est pas le cas. Apparemment, bon, alors maintenant, il y a par exemple M. Ross, lui, il n'est pas qu'astrologue, même, je vais dire même qu'il n'est même pas astrologue, à la limite, sur le plan professionnel, il est numérologue, ou, je sais pas, donc... Je suis astrologue, numérologue, géomancien et voilà. numérologue. Bon, donc à partir du moment où vous avez plusieurs cartes, le problème ne va pas se poser de la même manière. Et il y a des puristes qui disent qu'on est des charlatans. Hein. Ah, mais moi je trouve que ça avait un certain mérite, parce que pour assimiler... Alors, il est clair que quand on a plusieurs cartes, plusieurs cordes à son arc, le problème ne se pose pas de la même manière. Il est évident que si vous êtes capable, et bien beaucoup de gens aujourd'hui font beaucoup d'astrologues font du temps, parce qu'effectivement, ils sont bien conscients que dans certains cas, ce n'est pas l'astrologie qui doit intervenir, mais autre chose. À ce moment-là, c'est un autre problème. C'est-à-dire à ce moment-là, la personne, sous le nom astrologue ou autre chose, elle fait plusieurs activités. Et évidemment, dans ce cas-là, par exemple, j'ai jamais dit qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas correspondre au tarot. Le tarot, il est valable pour tout le monde, le tarot. C'est la différence entre l'astrologie et le tarot, ou l'astrologie, la géomancie, ou ça. Il y a des disciplines, de toute façon, quelle que soit la personne, vous pouvez répondre. Maintenant, assimiler l'astrologie au tarot, non. L'astrologie, alors, comment tu expliques qu'il y a les planètes qui sont dessinées sur les lames du tarot? Les premiers tarots datent de 1450, puisque c'est le Visconti Sforza qui est apparu en Italie. On a quand même des planètes qui apparaissent sur les lames de tarot, oui, et qui expliquent déjà au départ les trois piliers de l'arbre kabbalistique, la rigueur, l'équilibre, la rigueur et la miséricorde et la rigueur. Alors j'aimerais bien qu'on m'explique. Mais quel est le problème? Je n'ai pas compris. Eh bien, le problème est très simple. J'ai rien dit contre le tarot. J'ai dit qu'au contraire. Il y a un mélange des deux. Quand je réponds à votre question de tout à l'heure, je suis désolé, il y a un mélange des deux. Mais il y a aussi ce qu'on appelle je ne dis pas que tout coïncide. Non. Pas du tout. Parce je ne suis pas spécialiste en tarologie. Cependant, à vous entendre, je me dis, mais après tout, il peut y avoir un tableau de maître avec une planète dessus. Ça ne veut pas dire que le tableau de maître soit de l'astrologie. L'astrologie peut très bien avoir été... C'est un élément qui a été mis là-dessus, c'est qu'il y a une raison. C'est que c'est en résonance. Non, et même si... Comme on peut mettre un arbre, on peut mettre un oiseau, on peut dessiner une planète. On ne peut pas s'affoler, là. De toute façon, Monsieur Ross, on peut très bien... On peut pas empêcher les gens de mettre des motifs astrologiques ou zodiacaux sur n'importe quoi, et de faire des tirages avec ça. C'est leur problème, c'est pas de l'astrologie. Même si, soyons un peu rigoureux, c'est pas parce que quelqu'un utilise le langage astrologique que c'est de l'astrologie automatiquement. Bon, moi je connais très bien l'histoire du tarot, on pourra en discuter. Hein. Bon, l'astrologie, le tarot, les lames du tarot sont empruntées effectivement à certaines notions astrologiques. Ça n'est pas pour autant de l'astrologie, ça ne devient pas pour autant de l'astrologie. Je n'ai pas dit que ça devenait de l'astrologie. J'ai dit que s'il y avait des éléments astrologiques qui étaient sur les lames de tarot, c'est qu'elles avaient leur raison d'être. Mais personne ne vous dit le contraire. On vous dit ça. Au contraire, j'ai dit que si quelqu'un, en dehors du fait qu'il est des astrologues, il pratique d'autres disciplines, à ce moment-là, il a une capacité à répondre aux demandes de la totalité de sa clientèle. C'est ça que j'ai dit. Je ne sais pas si vous avez entendu. Mais que si éventuellement la personne n'est qu'astrologue au sens le plus rigoureux du terme, il y a des cas où il peut dire qu'il n'est pas compétent. On va dire tous les astrologues le reconnaissent. Ah oui. Tous les astrologues reconnaissent qu'il y a des questions qui leur sont posées auxquelles ils ne peuvent pas répondre. Bon, donc je ne suis pas en train de vous inventer un truc incroyable. Le problème, c'est de savoir à quel degré on peut répondre. Mais tous les astrologues vous diront, je ne suis pas obligé de répondre à toutes les questions qu'on me pose. Bon, cela dit, on sait très bien qu'il y a des formes d'astrologie horaires, il y a des formes d'astrologie qui sont faites en sorte qu'on peut répondre. Mais ça, c'est de l'astrologie divinatoire. Ce n'est pas l'astrologie d'ailleurs humaniste. L'astrologie humaniste, elle a ses limites. Elle ne veut pas répondre à n'importe quelle question, l'astrologie humaniste. Voilà. Bon, alors donc, par contre, mais moi, je vais encore plus loin, et je dis que d'une certaine manière, je dis qu'effectivement, l'astrologue, dans certains cas, il n'est pas obligé de considérer qu'il a en face de lui quelqu'un qui a un potentiel et un profil qui correspond à ce qu'on peut attendre d'une personne qui est prise en charge complètement par l'astrologie. Parce que moi, personnellement, et c'est ce que Rudyard disait, entre parenthèses, Rudyard, il s'est intéressé à des gens qui ont une certaine puissance, un certain potentiel.
Maintenant, lui, il en avait un potentiel, il était compositeur, il était penseur, etc. Bon, maintenant, il y a des gens qui peuvent très bien se dire oui, peut-être que moi aussi, je pourrais être comme ça. Ils peuvent se poser la question. Ils se posent la question de savoir si effectivement leur profil de vie fait qu'ils sont en rapport ou non avec le cosmos. Vous considérez que tout le monde est d'office en rapport avec le cosmos. C'est un point de vue. C'est pas le... Donc, voilà. Donc, effectivement, c'est simplement une question déontologique nouvelle qui a été posée depuis quelque temps, à savoir que dans un certain nombre de cas, l'astrologue doit d'abord vérifier que la personne, par exemple, elle a un mode de fonctionnement qui correspond à certains cycles. Si son mode de fonctionnement ne correspond pas à certains cycles, eh bien, vous lui direz que, bon, apparemment, c'est pas comme ça que ça se passe. L'autre jour, le nombre de personnes qui, aujourd'hui, parmi les astrologues, pratiquent d'autres disciplines que l'astrologie est considérable. Oui. Et ils ont raison. Ils ont raison. On peut aussi amener à cette personne-là des propos qui vont l'interpeller. La fois prochaine, elle aura une démarche mieux adaptée. Tout le monde ne connaît pas l'astrologie. Il ne faut pas croire que parce que les gens viennent voir l'astrologue, ils savent ce que c'est que l'astrologue. Et voilà. L'astrologie. Donc c'est pour ça que l'on a le bénéfice de fausses questions. Mais à partir de là, tout reste possible quand même. En tant qu'astrologue, on peut amener la personne à s'interroger, à prendre conscience qu'elle peut avoir tel service, tel avantage, et la fois prochaine, elle posera les bonnes questions. Je crois qu'il ne faut pas nous exclure, quoi. Bien que nous ayons quelquefois des personnes qui arrivent maladroitement chez nous, je suis d'accord. Non, mais effectivement, on ne va pas définir l'astrologie uniquement par l'imaginaire que les gens ont de l'astrologue et de ce que l'astrologue est capable de faire. Ça, c'est pas ça qui doit dicter notre comportement. Ou alors, on a des comportements purement commerciaux. Les gens poussent la... Bon, ça, c'est notre problème. Celui qui veut vendre à tout prix un produit, il y a des gens qui sont très beaux vendeurs. Dès que vous êtes entré chez eux, de toute façon, ils ne vous sortirez jamais sans avoir acheté quelque chose. Bon, ça, c'est notre problème, ça. C'est pas la démarche, forcément, déontologique. S'ils sont bons vendeurs, ils sont pas bons dans le reste. Hein. Ouais. Ils sont bons dans l'argent, ils sont pas bons dans le fait de capter exactement ce que veut la personne en face. Hein. Ça, le monde, il est divisé en deux. Hein. Il y a les marchands et il y a les héros. Hein. Il n'y en a pas 36. Hein. Oui. Donc, à partir de là, celui qui en fait un business, j'ai vu qu'il y avait des cartes de téléchargement à 7 € pour pouvoir avoir des trucs d'astrologie, des consultations d'astrologie sur Paris, des cartes à 7 € où il y avait un bonhomme qui avait monté une SARL avec des étudiants qui répondaient aux questions par téléphone et compagnie. C'est du bidon, c'est du pipeau, c'est de la vaste fumisterie, quoi. Oui. Mais qui d'entre nous sont descendus dans la rue pour dire attendez, non, mais il y a des escrocs un peu partout. Non, mais il y a des formes grossières de charlatanerie, il y a des formes plus subtiles de charlatanisme. C'est pas, vous savez, il y a toujours de degrés. On défiler devant une préfecture pour dire on voudrait mettre de l'ordre là-dedans. Alors effectivement, on s'étonne qu'il y ait des marabouts qui demandent 50 ou 60 000 € et qui plument des gens comme ça parce que ce sont des gens qui ne sont pas prévenus, ce sont des gens qui sont crédules, parce qu'il y a des gens crédules et qui ont fait confiance et qui se retrouvent plumés. Mais nous, de notre côté, nous ne faisons pas la démarche de dire on veut que l'on vote des lois pour qu'il y ait une certaine déontologie dans ces professions qui ne sont pas des professions, je dois dire, ordinaires, parce que ce n'est pas ordinaire. On est quand même en charge d'âme, qu'on le veuille ou non. Ben justement, c'est bien ça, on parle de déontologie. Ouais. Toute la question, c'est bien qu'on a arrêté de parler de déontologie. Justement, c'est bien le débat. Elle est loin d'être là, quoi. Elle est loin d'être là. Mais la déontologie, tout le monde n'est pas d'accord sur la déontologie de l'astrologie. Il y a des gens qui ont une conception très laxiste de la déontologie, par exemple. Comme on l'a entendu tout à l'heure. C'est pas ça, la déontologie que l'on propose ici, c'est beaucoup plus rigoureux que celle qui est actuellement en vigueur. C'est-à-dire que vous savez, les astrologues ne vont pas... Comment par rapport à tout ça, il vaudrait mieux de mauvaises lois que l'absence de loi, parce qu'actuellement, c'est l'absence de loi. Les gens ne sont passibles, quand ils font une escroquerie, que de la correctionnelle, quoi. Il y a rien d'autre. Il y a rien d'autre. Il n'y a pas... que l'on se trompe sur des thèmes, c'est évident. Ça peut arriver. Moi, je n'ai jamais rencontré... j'aimerais bien qu'on me présente quelqu'un qui a 100% de réussite. Or, les publicités de journaux en sont pleines.
Parce qu'on paye, on est capable de mettre 100% de réussite, le plus grand voyant, médium, machin truc, qui a été décoré de l'ordre du pélican qui rote et du machin, mais on le voit partout, ça. Il faut pas rêver, on le voit partout, ça. Une mauvaise communication, je sais pas, on a parlé. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter la mauvaise communication? Ah, mais ça, il faut faire quelque chose de ça. Eh bien, faisons-le. Dans ce cas-là, faisons-le. Prenons date et faisons-le. Voilà. On se réunit, là, et en avant, quoi. Hein. On peut le faire, hein. Mais tout à fait, d'ailleurs on a commencé à le faire ce matin. Il faut une communication avec deux volets, deux options, c'est-à-dire à la fois contradictoire lorsqu'il y a justement un constat d'irrégularité ou d'anomalie, et puis une communication plus positive pour obtenir auprès des ministères, comme vous le suggériez tout à l'heure, des avantages pour notre corporation professionnelle. C'est pas des avantages, c'est d'abord une reconnaissance et ensuite une protection par rapport à des gens qui de toute façon se font payer en liquide, n'ont aucune comptabilité. Et attendez, moi j'ai entendu des inspecteurs des impôts dans des années où j'avais eu quelques difficultés pour arriver à boucler mon budget, à me dire mais ne déclarez pas quoi, hein, faites-vous payer en liquide. Regardez les marabouts, faites pareil. Les gens des impôts me dire ça, oui, je l'ai entendu ça. Ça, c'est une anomalie. Des inspecteurs des impôts me dire ça, oui. Ah, mais les anomalies, il y en a partout. Eh ben oui, mais c'est là, quoi, ça existe quand même. Revenons aux exposés, donc... Moi, je pense qu'il faut avoir une image constructive. Il faut déjà individuellement arrêter de travailler trop isolément, quoi. Il faut travailler en colloque, travailler... Avec Internet, c'est facile en réciprocité. Il faut que nous ayons des objectifs communs. Il faut qu'il y ait un programme annuel. Il faut qu'il y ait un rapport annuel. Il faut l'amener dans les sphères scientifiques auprès des ministères compétents. À partir de là, l'astrologie sera considérée à sa juste valeur. À partir de là, nous sommes en droit d'exiger un statut, une identification. Oui, mais par exemple, Daniel Daniel ne fonctionne pas avec Internet. Comment on fait pour se le récupérer? Je donne pas de consultation, donc c'est pour ça que je suis mal placé pour en parler. Nous avons un projet, ça lui laisse le temps d'avoir Internet. Nous sommes dans les projets. Moi, je suis contre les ordinateurs et Big Brother et tout. Mais je ne suis pas astrologue professionnel, je n'ai jamais voulu donner de consultation. J'ai donné des cours d'astrologie par correspondance, c'est pas du tout pareil. C'est quand même former des gens qui vont en donner. Oui, après, c'est de l'astrologie professionnelle de la profession, d'une façon ou d'une autre. Oui, mais je veux dire par rapport à la conversation juste en ce moment, je suis peu concerné, c'est pour ça que je n'ai pas parlé, quoi. Je veux dire, on ne va pas m'obliger à avoir Internet, parce que là, ce serait un collectif totalitaire qui m'obligerait. Voilà, oui, je fonctionnerais en envoyant des messages. Non, mais à chacun sa voix. On n'est pas forcé de tous penser la même chose, heureusement. Parce que sinon, à ce moment-là, effectivement, pourtant l'ère du Verseau de demain, c'est ça. Bien tous nous formater de façon à ce que surtout on ne lève pas un cil et qu'on accepte que ce que Big Brother doit nous donner. Oui. Mais c'est ça, le but de la manœuvre, il est là. Je ne suis pas d'accord là. Là, le cycle du Verseau, c'est l'émancipation quand même, de l'ère du Verseau. Donc nous sommes en pleine période d'émancipation. Il y a peut-être les deux, hein. Il y a peut-être les avantages et les inconvénients. Il y a des gens qui vivent mieux, et comme toute phase, il y a des gens qui vivent bien. Pour certaines personnes, ça passe bien, pour d'autres personnes, ça passe pas bien, c'est clair. La même phase n'est pas favorable à tout le monde. Chaque phase favorise certaines personnes plutôt que d'autres. C'est ça l'alternance. Il y a des différences aussi, effectivement. Alors, Daniel Giraud, est-ce que vous pouvez, puisque nous aimerions avoir un petit topo de votre part, ce que vous l'avez préparé, que ça peut alimenter après la discussion ultérieurement. Évoquer le langage de l'astrologie en tant que mythologie, puisqu'on voit tous ces noms de planètes, d'astres, de zodiaques aussi, et puis finalement, on oublie complètement l'histoire de la mythologie, c'est-à-dire les aventures, les mésaventures des dieux, en fait, quoi.
il ne s'agit pas de tout retenir par cœur, évidemment, il faut avoir une sacrée mémoire, mais avoir des bons dictionnaires de mythologie chez soi, ça apporte un peu de culture, je pense, dans un milieu qui manque parfois de culture. Et on ne peut même pas parler de contre-culture, des gens qui n'ont pas de culture, alors évidemment. Ouais, mais là, je disais par exemple, le zodiaque est dans le corps de l'homme vêtu de ciel. Tien genti, ciel, homme, terre, c'est la grande triade dont René Guénon a parlé. L'homme étant entre le ciel et la terre, un peu comme pris en sandwich. C'est comme un médium entre le ciel et la terre, en fait. Si, comme disait Chuang Tzu, le ciel est à l'intérieur et l'homme est à l'extérieur, l'ésotérisme est à l'exotérisme, ce qu'est la moelle à l'os. L'astrologie est l'écriture du ciel. Le thème astral représente la nature de naissance relative s'inscrivant dans la nature propre absolue par la mort fatigue qui accepte sa destinée, accomplit son destin et devient ce qu'il est. Comme disait Hermès Trismégiste, on lui a fait dire en tout cas, ce n'est pas le fait de naître qui est la vie, mais la conscience. Donc la mythologie me semble être ce langage de l'astrologie que l'on emploie au fond assez peu par habitude, parce qu'on emploie des dieux, des noms des dieux, des déesses, sans même connaître à quoi ils sont rattachés. Les mythes participent à la manifestation du sacré. Non seulement tout rythme et toute action est une réactualisation du mythe, symbole en mouvement de la tradition ésotérique. La nature est un temple où la naissance enregistre le programme de l'existence. Échille disait que le saint ciel est ivre de pénétrer le corps de la terre. Face à ces noces cosmiques, l'astrologie est le hiérophante en témoignant et participant de la manifestation du sacré, hiérophanie, du ciel et de la terre. Bien que cela dépasse largement le cadre d'un petit exposé, nous observons quelques exemples de relations mythoplanétaires dans leurs aspects astrologiques. C'est ainsi que dans le rapport Soleil-Mercure, l'intelligence et la ruse d'Hermès se manifestent en volant le troupeau de son frère Apollon. Dans la relation Soleil-Vénus, Ishtar était prise de Gilgamesh, héros solaire protégé par Shamash, le dieu solaire chez les Babyloniens. Pas oublier que l'astrologie est à Sumer, en Mésopotamie. Et il y avait les ziggourats, où on montait. Les ziggourats étaient à 7 paliers, donc avec la symbolique des 7 planètes. On peut remarquer d'ailleurs que Vénus Aphrodite a aimé et enlevé Phaéton, le fils du Soleil. Il serait possible de développer des relations astro-mythologiques à travers toutes sortes de mythologies, mais restons-en plutôt à nos mythes gréco-latins. Le Soleil s'incarne dans le héros Héraclès qui blesse Arès et tue son fils. En dissonance dans les signes de feu, si Jupiter l'emporte, c'est le châtiment divin de Phaéton, fils du Soleil Phébus, qui crut pouvoir conduire le char solaire. Et dans les rapports étroits entre la vie solaire et la mort plutonienne, nous découvrons Orphée, héros solaire, qui descend aux enfers pour reprendre Eurydice si ses astres sont en 5 ou en 7e maison. Il existe aussi des unions de 2 en 1, comme chez le dieu égyptien Thoth Mercure, qui est un dieu lune, ou encore Artémis ou Manécate dans la fusion de la femme lunaire et de l'action martienne. Par contre, en taureau et en vierge, par exemple, va incarner l'aspect primitif du dieu latin Mars Gradivus, divinité agraire présidant à la végétation, particulièrement efficace en contact avec la fécondité lunaire. Dans la relation Lune-Jupiter, la Lune apporte la génération à Zeus, principe de la naissance, surtout dans l'exaltation jupitérienne en Cancer, ainsi qu'en maison 4 ou 5. Dans cette dernière, Séléné est aimé de Zeus. Par ailleurs, avec la Lune, Saturne est moins le dieu du temps que celui de la semence. Les Saturnales sont les fêtes des semailles. De la rencontre Aphrodite-Hermès, né Hermaphrodite, qui par son androgénéité ouvre l'interprétation alchimique à l'indifférencier, dans le rapport Mercure-Mars retenu en prison dans un vase d'airain enchaîné par les 2 géants Aloade, Arès-Mars demeure enfermé 13 mois avant d'être délivré par Hermès-Mercure. Dans la relation Mercure-Jupiter, Hermès, fils et messager de Zeus, est le médiateur entre les hommes et les dieux, surtout dans l'axe Cancer-Capricorne, porte des hommes, porte des dieux. Jupiter, sous son aspect Zeus, Thésios, distribue les richesses, son image était placée dans les boutiques des commerçants. En maison 12 et avec Mercure en Capricorne, l'épreuve consiste pour Hermès et Égipan à aider Zeus à vaincre le monstre Typhon,
En maison 5, cela représenterait l'aide fournie par Hermès à Zeus dans les amours du roi des dieux. Évidemment, dans le rapport Mercure-Pluton, le dieu des enfers s'accorde à l'aspect psychopompe d'Hermès-Mercure, qui conduit, escorte les âmes des trépassés vers le séjour des morts. Vénus est l'épouse d'Arès-Mars selon Hésiode. Dans l'Odyssée, Aphrodite-Védus est l'épouse d'Héphaïstos-Vulcain, mais Arès-Mars copifie ce dernier. Il en naîtra le fils Eros ou la fille Harmonie en aspect harmonieux. Avec la rencontre Vénus-Jupiter, Vénus étant associée à Jupiter dans les fêtes binalia, on célèbre le vin pour fêter l'alliance de Jupiter et du peuple romain. C'est Aphrodite qui inspira à Paris le rapt d'Hélène, femme de Ménélas, d'où la colère de Zeus et la guerre de Troie. Ce sont que quelques choses évoquées, ça demande beaucoup de développement. J'ai un peu fait dans mon guide d'interprétation astrologique, tout en le reliant à la psychologie habituelle de l'astrologie d'aujourd'hui. Jupiter, Victor ou Stator accordait la victoire aux armées romaines. Cette relation Jupiter-Mars entre deux astres chauds les font ardents et âpres au combat. À travers Mars-Neptune, Poséidon-Neptune intercède pour faire libérer Arès-Mars du filet d'Héphaïstos, cocufié par Mars et Vénus. Jupiter-Saturne. Saturne dévore ses enfants, mais Jupiter échappe à la voracité paternelle et détrône Saturne par la ruse. Cet affrontement est aussi symbolisé par la lutte des titans contre les géants olympiens. Dans le rapport Jupiter-Pluton, le dieu des enfers, Hadès-Pluton, et le Zeus des enfers, et la caverne est son sanctuaire. D'ailleurs, Jupiter naît dans une caverne. C'est ici la rencontre du visible, Jupiter, et de l'invisible, Pluton. En conjonction, Jupiter revêt son aspect Eubelos, bienveillant, maître du monde souterrain, dans cette fusion avec le lugubre mais juste Pluton. Les observons enfin la rencontre Saturne-Uranus. Uranos détestait ses enfants et l'un de ses fils, Chronos, Saturne, émascula son père, sépara ainsi le ciel et la terre. Le mythe se renverse sur le plan humain en signant le rapport entre tradition, Saturne, et révolution, Uranus, car Saturne est aussi la divinité de l'âge d'or. Avec Saturne-Neptune, Chronos avale ses enfants, y compris Poséidon-Neptune, et il doit les vomir, et Neptune devient le maître des océans. Des divinités généralement pastorales comme Hermès, Corée, Ishtar descendent aux enfers pour se renouveler, comme le héros Hercule, héros solaire, Orphée ou Ulysse. La délivrance, la libération suprême se réalise par le retour au centre moteur immobile où s'épanouit le soleil du soleil, la lumière sans soleil, qui est en fait le centre du thème astral. Ce serait alors le passage du temps des signes du zodiaque à l'or du temps, HORS, l'éternité. Je cherche l'or, OR, je cherche l'or du temps, disait André Breton. C'est très bien. On peut continuer très longtemps, évidemment, je ne veux pas prendre trop de temps, mais c'était pour donner, simplement pour évoquer que tous les mots que l'on emploie dans l'astrologie ont une origine, et il faudrait s'en souvenir, parce que ça correspond aussi, il y a des correspondances qui sont efficaces et qui peuvent être interprétées efficacement à travers n'importe quel thème astral, qu'il soit individuel ou en astrologie mondiale. Et ce sont des mythes qui seraient bons sans doute de réactualiser, de réactualiser dans notre vie même, dans notre vécu, quoi. Mais justement par la connaissance que l'on peut en avoir, quoi. Pourquoi on parle de Vénus, de Mars, de Saturne? On pourrait parler d'une table, d'une chaise ou d'une vidéo. On pourrait parler d'une carotte ou d'un meuble. Si on parle de ces dieux et ces déesses, c'est qu'ils résonnent en nous comme des énergies. Il ne s'agit pas d'être idolâtre, bien entendu. Ce sont des énergies qui vivent en nous. Suivant leur aspect, on ressent plus ou moins toutes ces énergies-là, et depuis toujours, quoi. Il suffirait de se retourner, de retourner l'extérieur vers l'intérieur, d'où le terme d'ésotérisme qui signifie intérieur, pour ne pas trop s'extérioriser dans des choses plus contingentes et du domaine social et pseudo-culturel.
c'était simplement une évocation mythologique sur des mythes qui sont toujours vivants, surtout en astrologie, puisque on en parle, quoi. Donc il suffit aussi de les ressentir. Je pense qu'on a tous eu des périodes dans notre vie où on s'est senti plus saturnien, plus renfermé, et au contraire plus jupitérien, plus débonnaire, entre le solitaire et le commerçant, il y a toutes sortes d'élan que l'on a en nous-mêmes et je crois que les mythes peuvent nous aider à les faire redécouvrir. Là, c'était simplement un petit aspect d'une astrologie dont on ne parle plus beaucoup parce que elle échappe un peu à l'esprit de commercialisation, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je crois qu'il y a nous, on est trop les deux. Alors bon, il faut qu'on sente le ciel et la terre à l'intérieur de nous-mêmes, en repoussant la terre avec les pieds et repousser le ciel avec la tête. Alors, peut-être qu'on va peut-être s'agrandir. Grandir comme ça. Voilà. Alors, je voudrais rebondir un peu sur ce qu'a dit l'ami Giraud, parce que les rapports entre astrologie et mythologie, il y a plusieurs façons de les vivre. Là, par exemple, il vient de dire, il y a des moments où on se sent plus ceci ou plus cela. Est-ce que ça signifie, pour autant, que nous sommes plus marqués par telle planète ou par telle autre, ou que nous passons par un cycle, par une phase de cycle qui est plus marquée symboliquement par un dieu que par un autre? C'est pas pareil. Comme ça peut être les deux aussi. Non, mais justement, alors c'est... Ça peut se compléter. Oui, mais aujourd'hui, il peut y avoir des dominantes et en même temps des phases de cycle qui interfèrent. Non, mais je veux dire qu'on pourrait, par exemple, qualifier... C'est pas tout carré, hein, on n'est pas des squares. Hein. Non, mais on pourrait qualifier... Parce que là, on parlait de phase. On pourrait dire que, par exemple, je pourrais dire ce qu'il y a assez d'accord, on pourrait dire, par exemple, que dans un cycle, il y a une phase qui est plutôt martienne, une phase qui est plutôt jupitérienne, une phase qui est plutôt saturnienne. C'est-à-dire que les phases d'un cycle, ou même les aspects qui seraient peut-être plus de nature martienne, jupitérienne, saturnienne, il y a des phases qui seraient peut-être plutôt martiennes, jupitérienne, pas forcément parce qu'elles vont intervenir une planète, mais parce qu'elles font intervenir un dieu. Le dieu n'est pas la planète, n'est-ce pas? Aujourd'hui, dans l'imaginaire des astrologues, on parle d'un dieu, automatiquement la planète. Alors que les dieux peuvent renvoyer à des structures astrologiques. Par exemple, on dit par exemple Jupiter est maître du Sagittaire. Eh ben, ça veut pas dire que la planète est dans le Sagittaire. Ça veut pas dire que Jupiter est dans le Sagittaire à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'il y a une connexion entre la mythologie et le zodiaque, la mythologie et les aspects, la mythologie et les phases d'un cycle, qui ne passent pas forcément par les planètes. Mais qui peuvent aussi passer par les planètes. C'est un débat. Je veux dire, mais la valeur astrologique de la planète est d'ordre mythique, puisqu'on en parle. Donc, ce sont ces valeurs-là qui sont mis en route, qui sont mis en phase aussi bien cyclique, pourquoi pas, mais en tout cas, ce sont ces valeurs qu'on accepte ou pas, et c'est pour ça que certains acceptent ni la mythologie, ni l'astrologie. Mais il y a des valeurs comme ça qui sont issues de la nuit des temps et qui continuent, que l'on soit d'accord ou pas. Sauf que si on n'aime pas ça, on le laisse tomber, l'astrologie, la mythologie. On peut aussi ignorer que ça véhicule des forces, des énergies, et je prendrai pour exemple la fusée qu'ils avaient envoyée en direction de la Lune, où ils y avaient peint dessus le quadrige de Phaéton. Et les 3 mecs qui ont brûlé dedans, quoi. Les 3 cosmonautes ont été carbonisés dedans, quoi. Ils avaient peint sur la carlingue de la fusée qui devait partir en direction de la Lune, ils avaient peint le quadrige de Phaéton, quand on sait que dans la mythologie, le quadrige de Phaéton a déclenché le feu sur la Terre. Donc ils y ont cramé dedans comme des saucisses. Oui, comme quoi le langage symbolique, lorsqu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Se réalise. Et oui, il ne faut pas appeler n'importe quoi. Il ne faut pas appeler un bateau Titanic, par exemple. Ben voilà. Oui.
Mais enfin, Uranus et Neptune, on les a pas connus dans l'Antiquité. Donc, en tant que Dieu, ils existaient. En tant que planète, ils n'existaient pas. On est bien d'accord là-dessus. Hein? Bon. Donc, effectivement, moi, je dis que ces valeurs mythologiques, elles existaient déjà dans l'astrologie en tant que Dieu, pour définir éventuellement, par exemple, chez Manilius, il parle de Neptune et de Pluton, alors que... Oui, il en parle très bien. Donc, il en parle alors qu'il ne renvoie pas à des planètes. Donc, il faut pas, les astrologues ont cette espèce de déformation professionnelle aujourd'hui, à croire que parce qu'on parle des dieux, on parle automatiquement des planètes. Non, les dieux peuvent servir à structurer l'astrologie, peuvent structurer le zodiaque, peuvent structurer les cycles, etc. Et donc, il ne faut pas tout automatiquement passer par le biais des planètes. On peut très bien utiliser ce que tu as dit sur les valeurs mythologiques. Par exemple, ce que tu as dit, effectivement, on pourrait définir, on peut admire, par exemple, dire que dans le zodiaque, quand on passe à travers les signes zodiacaux, et on est marqué par tel et tel dieu. Il n'y a pas que les planètes. Non, mais c'est ça, mais il faut dissocier, il faut découpler Dieu et planète. Ouais. Absolument. Oui, mais il faut aussi savoir relier. Il faut relier aussi. Il faut pas des deux. Oui, voilà. séparer, il ne faut pas opposer. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'astrologues qui pensent qu'effectivement, les valeurs uraniennes de changement, elles ne sont pas liées à la planète Uranus. Le cycle lui-même, les phases d'un cycle peuvent avoir des valeurs uraniennes, et les aspects aussi peuvent avoir des valeurs uraniennes. Ce n'est pas forcément un changement bénéfique. Problème, c'est un autre problème. Mais je veux dire que cette idée, je voudrais faire ce bémol, plutôt cet avertissement. La mythologie, c'est une chose qui est tout à fait intéressante et qui est vieille comme le monde. Le fait de il ne faut pas croire que parce qu'on est astrologue, on est obligé automatiquement de ne percevoir la mythologie qu'à travers les planètes qui ont pris les noms de ces dieux. Mais on n'est pas obligé d'être ignorant. Comment ? Quand on est astrologue, on n'est pas obligé d'être ignorant, c'est-à-dire d'ignorer la mythologie, entre autres. Ah oui, non, mais ignorer absolument. la culture. Mais on peut très bien utiliser, la mythologie dans le champ de l'astrologie sans passer par l'astronomie. Effectivement. Par exemple, d'ailleurs, de toute façon, c'est clair, si la mythologie a une valeur quelconque, elle a une valeur depuis des millénaires, et donc par conséquent, et si l'astrologie a une valeur quelconque, elle a aussi une valeur depuis des millénaires, on n'a pas attendu 1930 pour connaître les valeurs plutoniennes, par exemple, c'est une aberration. Donc effectivement, elles existaient déjà, mais on ne le savait pas au niveau. Non, mais on les avait déjà intégrées. On les avait intégrées déjà dans l'astrologie. Parce que, tout simplement, Pluton, par exemple, c'est un cas tout à fait classique. C'est un cas spécial, puisque maintenant, elle a été non, mais je parle de Pluton en tant que Dieu. Je ne parle pas de la planète Pluton. Pluton est une valeur fondamentale en tant que Dieu en astrologie, parce que c'est le Dieu de la dualité, puisqu'il y a la dialectique Pluton-Proserpine, qui s'inscrit dans la dualité entre l'été et l'hiver, entre le haut et le bas, etc. Donc c'est une valeur qui est évidemment au cœur même de toute la cyclicité zodiacale, n'est-ce pas? L'hiver c'est plutonien, l'été c'est proserpinien, Cérès a fait la grève pour récupérer, etc. Donc là, si on croit qu'on a attendu 1930 pour intégrer les valeurs plutoniennes, c'est une vaste plaisanterie. Ce sont des valeurs beaucoup plus anciennes. C'est un faux problème, bien sûr. D'accord, donc voilà, donc je veux dire qu'il faudrait peut-être un petit peu déconnecter par rapport à ça, parce que les planètes transplutoniennes, transsaturniennes, c'est un autre problème. Elles introduisent des cycles très longs, et leur utilisation en astrologie a des effets pervers. Hein. Puis c'est pas évident non plus, puisqu'elles sont transplutoniennes, donc elles sont hypothétiques. Oui, voilà, donc ne croyons pas qu'il faille passer par le biais forcément de l'astronomie et des planètes pour étudier et pour avoir le droit d'utiliser la mythologie. Ce n'est pas une condition absolument nécessaire. Les anciens se servaient des planètes du septénaire, ça leur suffisait. Oui, mais ils connaissaient la mythologie pour eux par ailleurs. Les planètes visibles à l'œil nu, donc, puisqu'ils arrivaient même à voir ça. Ben oui, avec des planètes très lentes, on a des cycles de plus en plus longs. Et... Oui, mais pourquoi on étudie les planètes? C'est parce que la science ne suffit pas. Ça répond à... Ils étudiaient les 7 planètes et ça leur suffisait. Moi je dis, mais on étudie encore les autres planètes. Pourquoi? Parce que la science actuelle ne suffit pas, quoi. Pardon? Pour résoudre tous les problèmes de l'humanité. Mais la science ne résoudra pas les problèmes de l'humanité. Pourquoi pas? Parce que j'y crois pas. Il faut y croire. Parce que c'est le mythe de Prométhée et qu'on va se planter, c'est tout. Non, on se prend pour des dieux, la nature va nous rappeler à l'ordre, et va nous rappeler à l'ordre violemment. Le fait d'évoluer scientifiquement fait gagner quand même de l'âge à la vie.
par exemple, c'est quand même un profit. Oui, certes. Voilà, c'est ce que je veux dire. Je En étudiant scientifiquement la nature, donc l'astrologie, l'astronomie, et si on arrive à découvrir d'autres sources d'énergie, si on arrive à avoir d'autres réponses à des questions que l'on se pose, on est en bonne voie quand même. Voilà. Oui, modestement si parlant. on occulte le fait que sur 7 milliards d'individus, il y a 1 milliard d'individus qui n'ont même pas accès à l'eau potable. Oui, il faut savoir travailler à sa mesure. Je suis d'accord avec vous. Donc il faut savoir balayer devant sa porte avant de vouloir trop. Je suis d'accord. Non, mais il y a des astrologues qui s'imaginent que parce qu'ils vont utiliser les planètes Uranus, Neptune et Pluton, ils sont dans la modernité et qui donc ils vont mieux faire accepter l'astrologie, parce que ça aussi c'est un gage de modernité et donc d'intégration dans notre société que d'utiliser ce... C'est même un point fort de l'astrologie. Quoi? D'avoir les mesures d'Uranus, de Pluton, de Neptune, c'est la supériorité de notre outil actuel. Là, mais par exemple, on dit aujourd'hui ça, on dit aujourd'hui que chez un astrologue ce qu'est la planète, ce qu'est l'astre, qui fait l'astrologie, on dit maintenant c'est Uranus évidemment parce que c'est le ciel. Mais avant, lorsque on ne connaissait pas Uranus, Neptune, Pluton, c'était Mercure, quoi. C'était Mercure, la planète de l'astrologie. Mercure, Hermès. Ah ben oui. Mercure, Hermès, Thoth. On peut même aller jusqu'à Bouddha, qui est mercurien en Inde, ou même Odin en Scandinavie. Ah oui, Bouddha, ça veut dire que ça désigne la planète Mercure. En fait. Voilà. Non, mais on n'est pas obligé, là, c'est le problème des planètes transsaturniennes, c'est un grave souci. C'est un cadeau empoisonné. Et puis c'est les astronomes qui ont nommé ces planètes. À relier le ciel et la terre, finalement. Le sens astrologique, on peut le voir, je pense, à travers Mercure. Quoi. Plus qu'à travers Uranus, comme ça se fait aujourd'hui. Là, on n'est pas contradictoire avec l'autre, d'ailleurs. Voir la planète dans un angle du ciel, etc., quoi, pour savoir quelle est son importance. Qu'est-ce qui fait l'astrologue, qui fait l'astrologie, quelle est la parole, en espérant que cette parole soit aussi une parole de sagesse, parce que Mercure et Bouddha, c'est aussi la sagesse, et Mercure, en même temps, c'est aussi le dieu des voleurs. Donc tout ça est très ambigu, oui, les commerçants et les voleurs. C'est normal. Donc il faut espérer qu'on prenne le meilleur de Mercure et non pas le pire. Mais oui, mais malheureusement, la science se sert souvent du pire de Mercure. Que l'on découvre plus la sagesse que l'hystérie, par exemple. Et pour ça, c'est une réalisation sans doute de toute une vie. C'est pas du jour au lendemain. Quand Einstein a compris ce qu'il avait fait au niveau de l'atome, parce que de toute façon, il n'y avait pas d'autre solution, il a dit à la fin de sa vie, si j'avais su, je me serais fait plombier. Quoi. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Puis quand Newton est tombé sur la tête et brusquement, ça fait une sorte de récage étrouvé, s'il avait arraché la pomme, et s'il s'était cogné sur la tête, il n'aurait rien trouvé du tout. Quoi. Il s'est trouvé un instant magique, entre guillemets, c'est-à-dire très repérable au niveau de l'astrologie. Il aurait fallu noter l'instant, faire une astrologie. Et à ce moment-là, il n'a pas forcé le fruit à tomber, le fruit est tombé de lui-même. Donc c'est ça qui est important, quoi. C'est que le fruit, il est tombé tout seul, quoi. Il est tombé au bon moment. On ne peut pas forcer les choses toujours en les tirant à soi, quoi. À un moment donné, il y a une coïncidence qui fait que il peut y avoir une harmonie qui peut se réaliser à ce moment-là et se réaliser sur le plan de la sagesse dont on parle, quoi. Mais non, qu'on ait besoin de la science pour effectivement... Parce qu'il n'y a pas de cause à effet, encore une fois. Selon l'esprit du temps. Arriver à traduire en équation, effectivement, la chute de la pomme, etc. Oui, ça, d'accord. Mais si on veut le réitérer, ça ne marchera pas. Il se trouve que ça a été un instant donné dans le moment adéquat à la situation. Devant la bonne personne. La synchronicité. Voilà. Et devant la bonne personne. Et devant la bonne personne, évidemment, pour n'importe qui va recevoir une pomme, il n'y aura pas spécialement une... Mais à ce moment-là, il y a une action
sans action, à la limite. Tout à fait. Il n'y a plus d'acteur. Il y a une action sans action, c'est-à-dire exactement à l'opposé d'une action avec réaction. La plupart des gens, la plupart de la vie que l'on mène, on se retrouve dans des actions avec réaction. Et on croit qu'on agit parce qu'on réagit. Mais on ne réalisera jamais une certaine sagesse, sinon l'éveil, il ne faut pas rêver. Mais de cette manière-là, c'est pas par la réaction, mais au contraire, c'est en drop-out, c'est en laissant tomber. C'est le non-agir. C'est le non-agir. Le non-agir qui n'est pas l'inaction, bien évidemment, parce que agir comme n'agissant pas. Voilà, c'est wei wu wei, c'est pas simplement wu wei non-agir, c'est wei wu wei, agir sans agir. C'est-à-dire une action sans action. Mais que l'on retrouve dans tout l'enseignement oriental, je pense, cette façon, disons, non duelle de voir les choses, ou dans un monde où, au contraire, tout est dualiste, c'est-à-dire les dualités ont été figées, quoi. Il faudrait faire éclater tout ça, sans pour cela, et il n'y a pas de recette. Parce que sinon tout le monde aurait découvert la transmutation des métaux, du plomb en or, etc. Non, il n'y a pas de recette. Et c'est ça la grandeur de cet enseignement. À la limite, c'est qu'il n'y a rien à faire. Et on le retrouve le tout est vain de l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, Pas marcher. Oui. Il est en plein élan, là, notre ami. Non, mais on va continuer devant... Ah ben non, c'est pas pareil. Bon, on sait bien que l'astrologie nous ouvre aussi à une certaine spiritualité au-delà des dogmes religieux. Mais les religions ont beau garder la spiritualité, quoi, hein, pour reprendre l'expression dans les Rider, Don't Bogard de John, my friend. Elles ont beau garder la spiritualité, elles veulent nous faire croire que c'est elles qui détient la spiritualité. Non, au contraire, si une véritable spiritualité qui est réalisée va au-delà des dogmes. Et peut-être par le biais du paradoxe qui est autour du dogme. Le paradoxe, hein, qui échappe à l'emprise du dogme qui réduit la pensée à simplement c'est comme un parti qui a des partis pris, quoi, hein, on est complètement carré dans un truc. Non, il faudrait faire exploser tout ça pour pouvoir se réaliser, me semble-t-il. Et il me semble aussi que l'astrologie est une des façons, une des méthodes pour y arriver, quoi, hein, mais il y a d'autres, je parle du paradoxe, on peut aussi arriver à cette réalisation spirituelle par la connaissance de soi, en dehors même de l'astrologie, mais je crois que le paradoxe peut nous surprendre, et c'est ce qui nous surprend, comme la pomme de Newton, c'est ce qui nous surprend, qui peut nous faire réaliser autre chose, quoi. Mais en même temps, sans aucune recette, sans aucune obligation à faire ci et ça, et si je fais ci, et je fais ça. On ne peut pas confondre la position et l'illumination. Mettons dans le yoga, un truc comme ça. C'est pas parce qu'on va être accroupi, les yeux fermés pendant toute une vie qu'on va réaliser l'éveil. Et ça, c'est un merveilleux enseignement, parce que ça veut dire que vous avez beau vous efforcer, mais par la volonté, vous n'arriverez à rien du tout, quoi. Il faut simplement être dans la bonne situation au bon moment et à ce moment-là, se réaliser, me semble-t-il. Là, on n'est pas si éloigné de nos moutons de panure de l'astrologie, là. Voilà. Tout est dans la façon. La lune est en taureau, je crois, hein, Et donc le soleil passe en bélier, j'ai vu dans les Ténérides à 5h30. Oui, parce que c'est le jour de l'équinoxe aujourd'hui. Voilà. Donc c'est un moment, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un moment où on se pose des questions sur où on va, dans quelle direction ça se passe. Parce que c'est une période qui n'est pas tranchée. Oui.
3 bouquins en 27 ans, mais